Allô, Marjo. Juju. Hello. Donc, intro prise 4, jamais 304, c'est ça? Jamais 304. Exactement. Et puis, parlant de jamais 304, donc merci C'est quoi ce lien? pour cette deuxième saison. Wow, j'adore les liens qu'on fait ce matin. Là. Ça paraît qu'on est le matin, OK, tout le monde. Restez avec nous. Donc, elle a son café, presque Ma tasse plus. est vide. Elle est vide. Donc, c'est pour ça que ça va bien aller. Donc, bienvenue à Sort de ma tête. Vous nous connaissiez sous le nom de COVID-19 Sort de ma tête. Mais là, nouvelle année, nouveau nous, nouveau studio. Donc là, on est Sort de ma tête. Bienvenue dans ce nouvel univers. Avec des nous un peu plus authentiques Yes. et qui continuent grâce au support et au partenariat. Mhm. Maintenant partenaire, fier partenaire des fonds de recherche du Québec et du Yes. scientifique en chef Rémi Quirion. Whoop whoop! Et aussi maintenant live, pas live, mais en ce moment du studio Santé mentale Viva, qui est un super studio qui a été construit au centre de recherche du Douglas. Donc, on est très, très contente de les compter parmi nous. Et puis, donc, qui dit plus authentique, nouvelle saison, dit quand même encore contenu sur la santé mentale. Donc, Oui. on trouve ça très, très important de garder la même formule, mais avec des sujets un petit peu plus variés. Donc, maintenant, on s'éloigne un peu de la COVID, mais on continue quand même dans nos belles thématiques. Ouais, puis on commence vraiment fort là, avec notre épisode 1 parce que ça concerne vraiment tout le monde. On parle de l'anxiété dans différents milieux. Donc, c'est sûr que nous, on est dans le milieu académique, mais on a notre invité spécial qui était Émile Roy, qui a fait un docu-film, là, L'anxiété au 21e siècle. On vous invite à écouter l'épisode pour en connaître plus. Et dans le fond, il vient nous parler un peu de son anxiété, son expérience. Puis, il est accompagné de notre experte invitée, Catherine Raymond, que vous connaissez peut-être de Selon une étude. Et dans le fond, elle vient nous vulgariser des concepts associés à l'anxiété. Elle nous donne des trucs supportés par la recherche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve important, là, d'avoir notre experte ou un expert à chaque épisode. Et ça, on l'a gardé là, pour la nouvelle saison également. Donc, c'est vraiment, ça va être ça notre sujet. On vous invite à écouter là, pour avoir plus de détails sur notre magnifique discussion. Oui, parce qu'on trouvait ça important de se gérer, donc de vous aider aussi à travers ça. Yes. Toujours des trucs et astuces à la fin de chaque épisode, donc pour bien finir tout. Et puis, donc, on vous encourage justement à prendre part à la discussion avec nous, que ce soit pour partager vos trucs à vous ou que ce soit pour partager votre expérience. Donc, soit dans la section de commentaires de la vidéo YouTube, si vous êtes en train de nous voir s'agiter comme des... Ouais, si vous êtes en audio, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'on fait. Si vous êtes en visuel, désolé. Bon, ouais, bon. Et puis, sinon, on peut aussi continuer la conversation sur notre page Instagram, donc Sort de ma tête, sur lesquelles on parle régulièrement de sujets sur la santé mentale. Ouais. Et on va à chaque mois parler d'une thématique différente. Oui. Donc, sur ce, on vous souhaite une super bonne écoute. Et bon podcast! Bon, ben, étant nous-mêmes étudiantes aux études graduées depuis longtemps, donc en ayant nos cercles sociaux aussi au niveau aux études, puis en ayant beaucoup d'années d'études dans notre poche, on est très, très familière avec tout ce qui est anxiété, que ce soit par expérience vécue, que ce soit les gens qui nous entourent. Et donc, avec tout ça et avec toute cette anxiété sous toutes ses formes, évidemment, on est super contente d'accueillir aujourd'hui Émile Roy, qui, avec son super film Anxiété au 21e siècle, vraiment a produit quelque chose qui a super bien résonné avec nous. Et puis, pour apporter un peu plus de science derrière les différentes questions qu'on peut avoir et à travers les différents concepts, on a Catherine Raymond, qui est stagiaire postdoctorante à l'UQAM. Donc, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à vous de l'invitation. Tout à fait, ça fait plaisir. Puis nous, on fait toujours un petit brise-glace au début. Donc, on vous a demandé si vous aviez une anecdote ou quelque chose de drôle qui s'est passé pendant vos études académiques. Donc, on vous laisse... Ah ouais, mais Wow. j'ai pas pensé à ça du tout. Je Mais le moi, savais-tu? Fallait que je fasse J'ai jamais ça? entendu cette question, Je savais. donc on va y passer en direct. Sinon, Là. on peut commencer pendant que vous réfléchissez au Non, vôtre. mais c'est une anecdote sur le vif, on peut y Oui, passer. c'est ça. C'est toutes les études primaires, secondaires, cégep, Hey, c'est comme parce ça que vous là, tente. ça fait comme, je sais pas moi, 28 ans qu'on est à l'école, que je suis à l'école. Je qu'elle a dit que j'ai fini. Ça veut dire que c'est comme toute ma vie. Oui, c'est ça, exact. Toute ta vie peut être Toutes les considérée. toute Beaucoup ma d'anecdotes vie. sont possibles. Oui, donc. beaucoup Exact. d'anecdotes sont possibles. Il va falloir que je passe pendant 2 minutes. Marjo. Une anecdote. Ah, Émile. Mais oui, vas-y, commence, oui. Vas-y. OK. Ben, en fait,
C'était moi, quand j'ai commencé l'université, j'étais francophone qui commençait dans une école en anglais. Puis j'ai décidé d'aller au Frosh pour la première fois, qui est le Frosh qui est un peu comme les initiations, mais en version plus soft parce que c'est sur le campus de l'université. Fait que, il ne faut pas trop que ce soit trash non plus. Puis j'ai spoté un gars cute, j'étais comme « let's go ». Et je commençais à avoir plus de gêne, mon anglais va être grave, c'est pas grave. On s'en va y parler, commence à jaser avec, super intéressant, puis tout. Puis finalement, tu flirte, puis là, je me rends compte que ça va être un de mes profs. Ah, oups. Fait que, Ouais. Fait que j'ai pris mon trou. Bye-bye! Wow. Ça m'a pris un Ouais. petit 30 Est-ce que ça a été un secondes bon normal. prof pour toi? Excellent prof, par Excellent contre. prof. Parce que dans le fond, ce qui est le fun, c'est que souvent, c'est des étudiants doctoraux qui vont enseigner des cours de base. C'est souvent eux qui sont les plus investis, qui sont Ouais. les plus à Ouais. l'aise. Puis très, très hot, dans tous les sens. Mais... Ouais. Est-ce qu'Émile, t'avais le tien ou tu veux que j'aille? Vas-y, puis Ouais. on y réfléchit encore. là. C'est vrai que nous, on triche, on y a pensé plus longtemps. Moi, c'était au secondaire, puis c'est vraiment juste un événement marquant qui m'est arrivé. Moi, on commençait à avoir les iPads au secondaire, puis Oh, moi, t'as c'est eu ça. arrivé. Ouais, mais c'est arrivé quand on partait. Fait que moi, c'était comme l'année d'essai, mais on l'a pas vraiment utilisé. Sauf mon prof qui nous a demandé de lui expliquer comment utiliser Snapchat. Ouais, mon prof de maths. Donc, on a perdu une période au complet, mais nous, on était bien contents de ça, là, à y expliquer comment utiliser Snapchat. Donc, lui, il avait son projecteur, on le voyait plein, le plan, là, sous son menton, comme ça, et il nous demandait de prendre des photos, et il nous a demandé, bon, comment je fais pour trouver des amis, pour envoyer mes photos? Oh, c'est cute à mort! Jusqu'à ce jour, je sais pas si c'était vrai, qu'il savait pas comment l'utiliser, ou s'il essayait, tu sais, je le sais pas, mais ça m'a vraiment marqué. Ah, c'est Ouais. cute à mort! Ouais. C'est plate parce que là, vous avez des anecdotes genre super cute pis tout, Ouais. puis moi, je pense à 2 désastres, là, tu sais. On veut des désastres! Des désastres. Ben On écoute, écoute. mon premier cours... Attends, en fait, je vais commencer par la plus humiliante. C'était au primaire. On faisait une présentation orale en anglais. Puis j'étais super stressée et je suis tombée et je me suis cassé une palette devant ma classe. J'ai Pendant une fausse l'exposé. palette. Ouais, j'ai une fausse palette. Ça, c'est arrivé au primaire en pleine classe. Fait que ça, c'était ma première anecdote qui est comme, bon, j'étais un enfant, tu sais, c'est pas si pire que ça. Puis ma deuxième, c'est la première fois que j'ai enseigné au bac en psycho. Tu sais, ça fait peut-être 10 ans, là, j'étais genre première année de maîtrise, mettons. Puis j'étais tellement stressée. Puis là, c'était les salles, tu sais, les gros amphithéâtres à l'UDM où il fait comme plutôt noir. On dirait que t'es au cinéma. Puis tu sais, la salle est inclinée. Bref, je voyais personne. Tu sais, tout est en bas puis tout le monde est assis comme dans les airs. Mon Dieu, je voulais mourir, honnêtement. Là, j'étais tellement stressée. Puis c'était un cours sur les hormones sexuelles. Puis tout le cours, à la place de dire en comparaison à, j'ai dit en contraception. Ils te l'ont dit après? Ou... Ben, je m'en suis rendu compte à un moment donné. Puis là, j'arrêtais plus de rire, mais tu sais, comme une espèce de rire nerveux de genre... Puis bref, finalement, c'est ça. Mais j'ai continué à enseigner après, hein, tu sais, puis maintenant, je suis plus stressée. Fait que Tu là, dis en ça, je me comparaison. dis- Maintenant, je dis en comparaison. Fait que c'est ça. Je me suis cassée une dent, puis j'ai dit en contraception. Tout un cours. Est-ce que tu le J'adore. plugues des fois encore? C'est juste Juste pour rire. Juste, Non, il aurait fallu. C'est nostalgiquement. ça, là, tu sais, là, j'ai cherché vite, là, pour penser à un moment où j'étais gênée pendant mes études. Mais non, je l'avais jamais compté, vous avez comme ça en exclusivité. Oh, yes! J'ai réfléchi. La barre est haute. La barre Ouais, est- c'est ça, là, c'est c'est- difficile de trouver une anecdote comme ça rapide. Ben, j'ai un moment très, très jeune qui m'est venu au primaire. Je sais pas pourquoi. Parce que justement, j'étais à Gatineau au primaire. Donc, on salue les gens de Gatineau. Et ma mère était venue faire une présentation à ma classe. J'ai Dans pas- quel cadre? Ouais. En fait, ma mère travaillait à l'ACDI. Donc, pour ceux, c'est l'Agence canadienne de développement international. Donc, OK. elle était venue comme parler et je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué cette image. C'est pas une anecdote tant que Je ça, mais l'imagine comme avec une mallette. c'est vraiment, oui, exactement. C'est vraiment une image qui m'a marqué. Il y avait un tableau, il n'y avait pas encore vraiment de, tu sais, c'était pas la technologie tant que ça, j'étais très très jeune. Il y avait un tableau gris, un peu comme, comment dire,
pas un tableau, mais un truc d'exposition un peu gris. Puis elle collait, puis c'était séparé en deux, les besoins et les désirs. Puis toute la présentation, il fallait coller besoin ou désir. Puis là, quelqu'un venait devant la classe, puis là, on devait prendre, je sais pas moi, avoir une pizza pour souper. Est-ce que c'est un besoin ou un désir? Puis cette image, c'est vraiment pas une anecdote, mais c'est la première image qui m'est venue. Ça m'a marqué que dans la vie, il y a les besoins puis il y a les désirs. Puis c'était ma mère devant la classe. Puis moi, j'étais extrêmement gêné. Je sais pas si j'ai placé bien les besoins et les désirs. Mais maintenant, chaque fois que quelqu'un me parle, tu sais, de est-ce que vraiment tu désires ça? Est-ce que vraiment... J'ai cette image de ma mère devant toute ma classe de primaire. C'est vraiment une image qui a été marquante. Puis j'étais très gêné. Puis voilà. Ah ouais, t'étais gêné. Wow. On dirait que je Je pourrais fais penser à d'autres anecdotes. Il y en a plein. Il faudrait y réfléchir. Ah, mais c'est c'était parfait, on une aime super ça. anecdote, j'aime bien. Ben oui, aussi, on a vu qu'on parle des études académiques, on se demandait un peu c'est quoi votre parcours académique, parce que, tu sais, nous, les gens savent un peu, on est étudiantes au doctorat, mais on voulait savoir un peu, vous, c'était quoi votre parcours pour qu'on mette un peu le contexte pour les gens. Je peux y aller? Ben oui, on me regarde, je vais y aller. Moi, j'ai fait... On part de où, là? On part, mettons, du cégep. Ouais, Okay. c'est ça, on peut y aller. J'ai fait mon cégep en sciences humaines sans mathématiques. Parfait, on aime Ah ça. ouais, j'y allais là, pour faire la fête. Là. J'avais j'avais vraiment aucune attente envers mon cursus. Quantitative ou non? Hein? Méthode quantitative ou Ouais, même pas? ben, méthode Ok, quantitative oui, ben, était... Moi, c'était obligatoire. Ouais, je moi pense aussi. que je l'aurais peut-être skippé. Donc, je suis gêné. Non, mais j'ai Quand ça va adoré arriver à moi, ce je vais être cours. très, très gêné. Ouais. Non, mais j'ai adoré méthode quantitative. Oh là là. Pour vrai, méthode quantitative, mes cours de métaux, j'ai vraiment aimé ça. Puis finalement, moi, au cégep, je tripais sur la télésérie Fortier. Je sais pas si... Est-ce que vous connaissez ça? C'est ça, on n'est pas dans la même génération de shows télé. Mais bref, c'était une psychologue dans la police. Puis Ok. elle investiguait des crimes haineux. Puis, tu sais, bref, elle essayait de dresser des profils, tu sais, de psychopathes, puis de criminels, puis etc. Puis là, j'ai eu mon cours de psycho en sciences humaines, puis j'étais comme, mais je veux être Fortier. Fait que tout ça, pour dire que finalement, je suis pas Fortier, mais je me suis inscrite au bac en psycho. Et par la suite, j'ai fait une maîtrise puis un doctorat en neurosciences pour vraiment mieux comprendre le comportement humain puis les effets du stress sur ce comportement humain-là. Fait que j'ai vraiment fait un cursus tout en recherche, finalement, et non le cursus typique pour devenir psychologue. Puis maintenant, je fais un postdoc en anxiété. Donc, pour mieux comprendre c'est quoi les déterminants du développement de l'anxiété chez l'adolescent et chez l'adulte. Et en parallèle à ça, je me suis dit, j'aimerais faire de la clinique, j'aimerais faire de l'intervention, je veux devenir psychologue. Et donc, j'ai entrepris un deuxième doctorat. Cette fois-ci, c'est un doctorat en psychologie clinique, là, le fameux DEPSY à l'UQAM. Fait que je complète mes cours pour devenir psychologue pendant mon postdoc. Fait que c'est un petit peu ça, mon cursus en 2 minutes et demie. Fait que tu vas devenir Fortier, finalement. Ben, C'est j'espère. Exactement. J'espère qu'on va se recroiser comme dans un poste de police pour les bonnes raisons. Oui, c'est ça. Comment une image, une série peut vraiment marquer puis nous amener dans une direction. C'est terrible, incroyable. vraiment. Ouais, vraiment. C'est pour ça que je trouve ce que tu fais tellement cool, parce que je me dis, bref, explique ce que tu fais. Après, je vais... Le parcours beaucoup plus rapide de mon côté. Donc, après le secondaire, moi, je salue d'ailleurs le Collège Notre-Dame que j'ai adoré au secondaire, qui, pendant que j'étais au secondaire, j'ai développé cette passion très tôt de la vidéo et des films. Et moi, je me rappelle, ils m'ont permis d'apporter très vite ma caméra, mon trépied à l'école. Et pendant les périodes, on avait comme des périodes d'études. On avait 1 heure, on pouvait faire des devoirs, étudier, tout ça. Et moi, je prenais ma caméra, mon trépied, ils m'autorisaient à prendre des gens avec moi de l'école et d'aller filmer dehors, d'aller filmer des comités, Donc déjà, j'ai énormément absorbé et appris et l'école, le Collège Notre-Dame m'a permis de faire ça. Donc je les salue, je les aime beaucoup. Et après, je suis allé en cinéma à André Laurando au Cégep, une session. Qui était bien. J'ai rencontré des gens, surtout, avec qui je travaille même encore en partie. Après une session, c'était très, très loin de chez moi, André Laurando. Donc, je suis allé à Dawson en cinéma au Cégep. Et là, c'était aussi... tu sais, en cinéma, c'est surtout pour rencontrer beaucoup de gens. Tu sais, moi, à Dawson, j'ai des amis avec qui je fais des gros projets encore aujourd'hui, notamment le film sur l'anxiété qui est sorti. Une partie de l'équipe était de Dawson, d'André Laurando et de mes autres rencontres. Et donc, j'ai fini Dawson en cinéma au Cégep. Et après, moi, en fait, il faut dire que depuis secondaire 5 à peu près, j'avais déjà beaucoup d'opportunités de travail, de
des contrats de réalisation, beaucoup, beaucoup de chance aussi. Puis moi, je commençais à développer mes propres petits projets sur YouTube et sur mes propres réseaux aussi. Donc, à la fin du secondaire, à la fin du cégep, je veux dire, j'avais déjà beaucoup d'opportunités. Je me suis dit, j'apprends énormément par moi-même au quotidien. Je vais continuer comme ça. Et puis là, ça fait 3 ans que j'apprends, je lis, je fais des projets, je fais des rencontres. Et voilà. Donc, niveau académique, beaucoup plus court quand même, on doit le dire. Mais voilà. Ben, l'académique, Tout c'est pas aussi. tout. Non, Sérieux, c'est ça. il y a tellement de choses à l'extérieur de ça. Puis c'est pas tous les chemins qui passent par l'académique non plus. Là. Je trouve ça vraiment cool. Puis je pense que ça dépend vraiment on pourra peut-être en parler, mais ça dépend des personnalités aussi Ouais. pour apprendre. Là, tu sais. C'est vrai. Tout à fait. L'apprentissage est différent, puis justement, au niveau académique, c'est vraiment c'est pas fait pour tous les types d'apprentissage, puis c'est pas fait pour atteindre tous les objectifs qu'on se fixe non De plus. carrière, maintenant. Non, exact. Vraiment pas. Parfait. Donc, en fait, merci pour la mise en contexte. Dans le fond, ça va nous aider un peu à comprendre d'où est-ce qu'on part, puis à quelle sorte d'expérience on va pouvoir s'identifier, parce que c'est pas tout le monde non plus, c'est ça qui est encore aux études. Il y a des gens qui ont commencé déjà dans le domaine professionnel. T'es déjà un professionnel, veux pas, là, donc... Il a pas l'air sûr. Ben, tout dépend de la définition, mais oui. Ouais, faire des films, je pense qu'on peut qualifier ça de professionnel. Moi, je pense que... C'est ce que je fais au quotidien, en tout cas. C'est une passion Ouais. énorme. Super. Donc, dans le fond, pour situer les gens, on va commencer un peu on va rentrer un peu dans les définitions pour mieux comprendre de quoi qu'on va parler dans les prochaines minutes. Donc, pour commencer, Catherine, est-ce que tu pourrais nous parler de comment l'anxiété peut se manifester dans différents contextes, ou par exemple dans le contexte scolaire ou début professionnel, et comment ça peut nous affecter? Oui, ben c'est une super bonne question qui est vraiment large. Puis on pourrait en parler pendant 2 heures et demie, honnêtement, juste de comment ça se manifeste, l'anxiété. En gros, l'anxiété, quand c'est ressenti de façon transitoire, c'est très adaptatif. Okay? Fait que, par exemple, tu es étudiant au bac, puis tu as de la difficulté à dormir la veille d'un examen parce que tu as peur d'échouer. Ça peut être de l'anxiété transitoire qui est tout à fait saine quand ça arrive juste une fois de temps en temps. Et si le lendemain, après ton examen, c'est passé puis tout va bien. T'sais. Ça, c'est ce qu'on appelle un état anxieux. Puis quand on se ramène à l'ère des hommes des cavernes, ben cet état d'anxiété-là était nécessaire pour nous aider à appréhender la menace. Il fallait avoir un petit peu peur de croiser des bébites dangereuses. Il fallait pas être comme constamment relax. Puis là, tout à coup, tu croises une menace puis tu tombes des nues. Là. Ça marcherait pas. T'sais. Et donc, encore aujourd'hui, on fonctionne de cette façon-là. Par contre, l'anxiété, elle devient moins adaptative ou fonctionnelle quand elle se met à prendre beaucoup de place, c'est-à-dire qu'il y a une grosse proportion de ta journée qui est occupée à anticiper des menaces potentielles qui, dans plusieurs cas, n'arriveront jamais. Tu sais, c'est pas comme anticiper ton examen le lendemain que, bon, mais tu sais que ça s'en vient, cet examen-là. Tu sais, quand on se met à souffrir d'anxiété de nature clinique ou quand on a un trait de personnalité anxieux, on se met aussi à se faire des scénarios par rapport à des situations qui ont très peu de chances d'arriver, tu sais. Et ça peut devenir maladaptatif aussi quand ça occasionne une détresse qui est exacerbée. Fait que, d'un point de vue comportemental, dans le ici et maintenant, comment on se sent physiquement quand on est anxieux, bien, ça peut se manifester par des symptômes qui sont physiques, dont des symptômes de stress. Fait que ça peut être, par exemple, des maux de ventre, donc des crampes abdominales, des diarrhées, de la constipation, du reflux gastrique. Souvent, les gens, c'est au niveau gastro-intestinal que ça va ressortir en premier. Ça peut aussi être des courbatures. Fait que, le fait d'être crispé comme ça, à court terme, pas un gros problème. C'est une posture, mais ça peut quand même occasionner des douleurs musculaires assez importantes à long terme. Il y a certaines personnes chez qui ça peut se manifester par des maux de tête, par exemple, de la sudation, le cœur qui palpite. Donc, vraiment des réponses de stress qui sont physiques. Puis il y a des gens chez qui l'anxiété va très peu se manifester de façon physique. Ça va plutôt ressortir par des signes qui sont plus cognitifs ou psychologiques. L'anticipation, bien entendu. Fait qu'on se fait des scénarios. On a tendance aussi à avoir des scénarios qui sont plus catastrophiques. Fait qu'on va s'imaginer des fins désastreuses à ces scénarios-là. Ce qui peut occasionner, bien entendu, de l'insomnie. Fait que tu te couches le soir, de la difficulté à initier le sommeil. Ou encore, tu es tellement brûlé que tu es capable de t'endormir, mais tu vas te réveiller à 1h ou 2h du matin, puis là, le cerveau, il se dit... Tu t'es reposé, maintenant on va réfléchir. Maintenant, on va essayer d'anticiper les scénarios possibles.
Puis il y a des gens chez qui ça peut se manifester aussi par une émotivité qui est très prononcée. Fait que pas nécessairement des réactions anxieuses, ça peut aussi être des réactions plus dépressives, fait que des crises de larmes, de la labilité émotionnelle, etc. Donc, en gros, l'anxiété, ça va avoir tendance à ressortir sous forme d'une réponse de stress, avec une activation du système biologique de stress, mais dans des contextes qui la nécessitent pas, finalement. Fait que, tu sais, si on décrivait quelques symptômes, ça peut ressembler à ça chez l'adulte plus spécifiquement. Là. Donc, quand même pas mal de réactions variées. Là. Ouais, puis là, je suis allée au vif, là, parce que ça peut être pas mal plus large que ça, mais je dirais que c'est des réactions qui sont typiques. Puis, généralement, quand on a des états anxieux, qui soient transitoires ou qui a tendance à être plus chroniques, ça fait en sorte qu'on a une espèce de voile sous les yeux au travers duquel on a de la difficulté à interpréter ce qui se passe dans notre environnement. Il y a une situation super neutre qui va arriver, par exemple, tu ne trouves pas de stationnement, tu arrives en retard à un rendez-vous, tu reçois un courriel qui fait moyen ton affaire, là, du type tel que mentionné dans mon précédent courriel, des petites situations comme ça, mais on sort de nos gonds puis on a de la difficulté à voir que ces situations-là, dans le fond, sont pas graves. Fait qu'on perd un petit peu le contrôle sur notre stress, finalement, dans des situations qui sont anxiogènes, dans des états anxiogènes. Parfait. Puis dans le fond, je sais que pour faire parallèle à ça, Émile, tu racontais que pour ton film, tu avais fait mention d'un collectif à travers lequel tu avais reçu plein de témoignages, je m'excuse, de toutes sortes de personnes différentes. C'est un peu là où je m'excuse. C'était comme what? Tu vois, là, anxiété, là c'est... L'anxiété à embarquer. Pour le prochain film documentaire que je prépare. OK. Oui. J'ai fait un appel à tous. Donc ça, c'est en préparation. Donc, suite à mon film L'anxiété au 21e siècle, qui lui est sorti. Oui. Qui était mon gros projet de la dernière année, qui est une docu-fiction de 50 minutes. Là, je veux continuer sur ce sujet-là qui est extrêmement important aujourd'hui, l'anxiété. Et donc, j'ai lancé un appel à tous il y a 2 semaines de gens. Est-ce que vous faites de l'anxiété? Est-ce que ça vous intéresserait d'en parler, de vous exprimer, de raconter votre expérience? Il y a eu plus de 400 personnes qui m'ont envoyé leur histoire. Puis j'ai tout épluché ça. Ouais, c'est intense. Parce que là, tu te dis, wow, en moins d'une journée. Ça touche beaucoup de gens parce que, tu sais, ça, c'est les gens qui sont game de t'en parler. Exactement. Mais combien de personnes ont vu, se sont senties interpellées par cette publication-là, mais n'ont pas répondu? C'est ce qui est fascinant. Ça, c'est une goutte dans l'océan, là, ces 400 personnes-là. Puis c'est 400 histoires que j'ai, extrêmement variées, que j'ai lues. Puis j'ai dû fermer le formulaire après moins de 24 heures, tellement il y en avait beaucoup. Puis moi, donc là, c'est comme un beau problème pour toi aussi. C'est un beau problème, mais ça crée... Donc là, moi, je devais choisir seulement 6 personnes pour témoigner. Okay. Donc là, j'ai choisi 3 gars, 3 filles. Mais donc, j'ai fait 40 pré-entrevues sur Zoom. 40 pré-entrevues pendant 2 jours complets de gens. C'était des rencontres intenses à chaque fois, mais c'était beau. J'ai beaucoup absorbé, j'ai appris. Et j'ai sélectionné 6 personnes qui... En fait, c'est des régions du Québec différentes. Donc, on va filmer dans la nature, 1. 2 qui avaient des expériences neurologiques différentes. Donc, tu sais, des troubles panique, anxiété sociale, anxiété généralisée. Ils ont des diagnostics, tout diagnostics, ce monde-là. Exactement. Puis des diagnostics différents, des expériences différentes. Et voilà, fait qu'on a sélectionné 6 personnes. Ça a été assez complexe. J'aurais pu en prendre vraiment beaucoup qui auraient vraiment eu envie de parler. Tu sais. Mais et j'ai commencé aujourd'hui le tournage pour ça. Ouais. Nice. Puis à travers ces expériences-là, comment est-ce que tu fais du sens, mettons, de ce que Catherine vient d'expliquer? En fais-tu? Oui. C'est clair. Est-ce que je fais du sens? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, est-ce que, tu sais, on vient de passer à travers quand même plusieurs différentes façons que l'anxiété peut se manifester. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus dans ce que tu as recueilli jusqu'à présent qui résonne avec ce que Catherine vient de... Ben, c'est exactement... c'est-à-dire, les expériences que j'ai, c'est exactement ça. C'est des gens qui... Tu sais, justement, il y a des gens pour qui c'est plus physique, il y a des gens pour qui c'est plus psychologique, il y a des gens pour qui c'est plus un trouble, tu sais, où il y a des crises de panique ou des troubles paniques, où c'est plus un moment où on est complètement enlevé du moment présent, puis c'est de la déréalisation, puis c'est donc, les expériences sont différentes, mais
effectivement, moi, j'ai pu vraiment tirer beaucoup de liens. Tu sais, dans les 40 personnes que j'ai rencontrées sur Zoom, à chaque fois, je faisais des liens. OK, lui m'a parlé de tels symptômes. Il avait l'impression de se sentir enfermé dans une boîte quand il faisait une crise de panique. Puis l'autre m'a dit la même chose dans une phrase un peu différente. C'est fou, hein? Fait que là, je faisais des liens, tu sais, c'est ça, trouble panique. Fait que c'était vraiment... on apprend énormément. Puis ce qu'on lit sur papier, parce que j'avais déjà fait un peu cette recherche-là pour l'anxiété au 21e siècle. Là, je le vois en vrai. Donc là, c'est un autre type de projet où là, c'est vraiment des vraies personnes qui nous confirment ce qu'on lit. Ouais. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Est-ce que tu te sens équipé pour recevoir tout ça? Ou est-ce que le soir, tu sais, quand tu te couches, t'es comme... tu sais, c'est dur recevoir. Ouais. Tu sais, je veux dire, rares sont les gens qui reçoivent 40 témoignages en 2 jours. Là, c'est énorme. Ben, c'est des journées inhabituelles. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas, mais je pourrais pas... C'est ça, ça me donne un respect immense pour tous ceux qui... Tu sais, les psychologues et tous ceux qui travaillent au quotidien, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, puis on absorbe tout ça beaucoup. Puis tu sais, tu veux être... À chaque personne, tu veux être présent, tu veux être à l'écoute, tu veux avoir de l'énergie, tu veux répondre, tu veux... Donc, c'est... Mais moi, j'aime ça énormément. Moi, j'aime ça rencontrer des gens. Tu sais, c'est ce que, dans mes projets, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. J'ai fait beaucoup de témoignages de gens qui parlent, tout ça. J'aime rencontrer des gens. Donc, moi, ça me fait plaisir d'apprendre comme ça aussi. Mais oui, ces journées-là, ces 2 jours-là, ça a été intense. Le soir où j'ai lu, il y a eu une journée où j'ai vraiment lu les 400 candidatures en une journée. Là, ça a été intense. Là. C'est... Tu lis, mais ouais. Ouais. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'intéresses à l'anxiété particulièrement pour tes films, pour tes projets? Est-ce que c'est toi, t'en as vécu, donc ça t'aide à mieux comprendre les autres? C'est la question que tout le monde me pose. Oui. C'est vraiment l'été dernier, l'été 2021. Il y avait le déconfinement, les Canadiens en série, tout ça, on se rappelle. C'était un beau moment quand même, le début de l'été. Ah, c'était euphorique. Hein? C'était euphorique. Le monde capotait, là. C'était vraiment... Moi, je retrouvais les gens. C'était vraiment un moment de transition, puis les gens se retrouvaient, puis c'était un peu maladroit parfois, tellement on se retrouvait vite. Mais j'étais fasciné du contraste entre le moment euphorique, magnifique, et ce que les gens me disaient quand je les rencontrais, parce que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens l'été dernier, ou dans mes amis proches, ou dans mes connaissances. On se rencontrait, puis on se parlait de à quel point j'ai peut-être vécu de l'anxiété pour la première fois cette année. Est-ce que c'est de la détresse psychologique? Est-ce que je suis dans un burn-out? Est-ce que tout le monde me parlait de leur santé mentale, puis de leur anxiété, puis même les gens que je connaissais pas, que je rencontrais pendant l'été, m'en parlaient. C'était comme le gros sujet. Mais comme quelque chose de beau là-dedans aussi, je trouve que les gens s'ouvrent sur ce sujet-là, parce que, tu sais, je veux dire, 2018, le taux de détresse était différent, mais il est élevé quand même. Là. Parce que les stats ne montrent pas une augmentation si dramatique que ça du diagnostic des troubles de santé mentale depuis la COVID. Tu sais, c'est comme, selon les troubles, on parle de comme 2 à 10 % d'augmentation. C'est une augmentation, là. Je dis pas que... Mais c'est pas comme si on passait de 0 à 100, alors qu'en 2018, les gens en parlaient pas autant. Fait que je trouve qu'il y a quand même quelque chose de beau là-dedans. Beaucoup d'introspection, je pense, pour beaucoup de gens pendant cette pandémie qui... on se rend compte des choses qu'on n'avait peut-être pas eu le temps de mettre en mots, là, peut-être, pour beaucoup de gens. Ou comprenaient pas. Les jeunes adultes aussi, je pense, ça a été... Moi, ça a commencé plus par les jeunes adultes, la détresse pendant la pandémie, les confinements. Tout le monde me parlait du Zoom, à quel point c'était long, c'était éprouvant. Puis c'est arrivé à ces constats-là l'été dernier. Puis, donc, pour moi, c'était le sujet inévitable l'été dernier. Puis moi-même, là, ça m'a amené moi-même à faire de l'introspection dans ma propre vie, puis à me rendre compte de mes moments. Tu sais, moi, j'ai pas de troubles anxieux constants, diagnostiqués ou quoi, mais j'ai des moments, peut-être comme tout le monde, j'ai des moments d'anxiété. Que maintenant, je peux plus peut-être pointer du doigt, tu sais, parce que ces symptômes-là, on les connaît, même si on n'a pas de troubles anxieux. Mais oui. Ouais. C'est ça. Mais au moment que ça arrive, est-ce que tu es capable de... Ou c'est plus en rétrospective que tu es capable de dire « OK, c'était ça de l'anxiété » ou maintenant tu es capable, quand tu ressens le symptôme, de dire « OK, là, je suis anxieux ». C'est une bonne question. À ce moment-là, par introspection, je suis revenu sur les dernières années dans ma vie, puis j'ai identifié certains moments. Puis maintenant, peut-être que je serais... sûrement que je serais plus équipé pour les identifier, là, sûrement. Okay.
Mais on n'est peut-être pas les meilleurs pour nous-mêmes. Moi, je veux juste dire, je suis en train de faire un 2e doctorat là-dessus, puis je rush bien gros. Ah ouais? À détecter quand Ouais, toi, c'est ça, tu le vis. Ouais, tu sais, c'est comme, je vais le savoir à la fin de la journée, mettons, là, tu sais, quand j'ai plus de stimulation puis que j'ai plus de distraction. Comme, OK, ben j'ai eu une journée plus anxiogène ou j'ai eu une journée plus stressante ou je me sentais plus labile émotionnellement qu'à l'habitude. Y a-tu de quoi, tu sais? Mais sur le coup, une émotion, ça prend de la place, là, cognitivement parlant. Puis je trouve que c'est difficile encore à ce jour de le détecter. Fait que je pense que même quand... vous pourriez me le dire, vous aussi, vous travaillez en santé mentale, mine de rien, là, mais j'ai l'impression que quand on est sujet de ces événements émotionnels-là, c'est difficile à décortiquer. Est-ce que tu penses que c'est à cause du voile que tu décrivais un peu plus tôt, que quand tu as de l'anxiété, ça te fait... Ah ouais, les hormones de stress, là, ça remonte au cerveau à chaque fois qu'on les sécrète, puis ça vient vraiment empêcher le cortex préfrontal, qui est une région très rationnelle, puis c'est celle qui va permettre finalement de venir calmer l'activité du système de stress. Bref, les hormones de stress vont venir inhiber à un certain point le cortex préfrontal, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup de difficultés à réfléchir de façon posée et rationnelle à ce qui nous arrive. Donc oui, définitivement, d'où la raison pour laquelle ils disent quand ça file pas, puis qu'on a l'impression que le stress dépasse les bornes, faut arrêter. Il faut comme se reculer de la situation, prendre un pas de recul, en fait, respirer, essayer de se grounder dans le moment présent pour venir réactiver, finalement, si on veut, cette région-là, puis permettre de réfléchir à la situation. Fait qu'une fois, mettons que t'es anxieux, t'as toutes les hormones qui est en train de nourrir ton... de tout nourrir ton système, puis tout ça, ça prend combien de temps avant que tu sois capable... Mais ça prend combien de temps à ton step back pour faire effet puis que tu puisses recommencer à rationaliser? Ouais, j'aimerais ça vous donner une formule magique. Bien entendu, il y a des différences individuelles importantes, là, notamment le degré d'anxiété qui est ressenti chez cette personne-là. Parce que, tu sais, comme je vous disais un petit peu plus tôt, 100% des gens sont anxieux une fois de temps en temps. 100% d'entre nous, il y a 15% qui atteignent un seuil clinique, entre 10 et 15 dépendant des des troubles qui vont atteindre ce seuil clinique-là. Puis on parle d'à peu près 20 à 30 de la population qui ont un trait de personnalité anxieux. Ça veut dire que l'anxiété prend de la place, mais elle n'atteint pas un seuil clinique. T'sais. Fait que ça dépend de où on se trouve en termes d'anxiété. Puis ça dépend aussi de la quantité d'hormones de stress qui est sécrétée, puis de l'habileté de base à les réguler. T'sais, dans le sens où si tu es super anxieux, tu souffres d'anxiété généralisée, par exemple, tu vis une situation qui est extrêmement stressante, là, tu sécrètes beaucoup d'hormones de stress. Puis là, tu sais, c'est pas la même game que quelqu'un qui a des super bonnes habiletés de régulation émotionnelle, qui a pas d'anxiété généralisée, qui vit une situation moindrement stressante, comme manquer son autobus, par exemple. Mais là, le temps de régulation sera pas le même, tu sais. Mais je pense que l'objectif, c'est vraiment de se connaître. Puis d'essayer différentes stratégies pour se réguler. Ça peut être de respirer. Puis on peut en parler de la respiration diaphragmatique tantôt si vous voulez, mais la respiration diaphragmatique, ça fonctionne super bien. Là. Mais encore, faut-il la pratiquer. Puis il faut aussi apprendre c'est quoi ses effets bénéfiques. Parce que sinon, là, quand tu fais une attaque de panique ou bien que tu ressens de l'anxiété exacerbée puis que quelqu'un te dit « respire », il n'y a rien de plus insultant. C'est la pire affaire. Rien de plus insultant. Mais si tu sais comment faire la respiration, tu l'as déjà essayé dans des moments moins paniquants, quand tu as un petit peu plus de facilité à le faire, puis que tu réalises que après 10 minutes, 20 minutes, wow! Je ressens un certain effet d'apaisement, mais il y a un renforcement positif qui se fait puis qui fait en sorte que tu vas avoir le goût de la refaire par la suite. T'sais. Fait que le temps varie d'une personne à l'autre, mais je te dirais que dans certaines situations, on en ressent des effets quasi automatiquement. Là, si on n'est pas en train de faire une attaque de panique. Là, mais bref. Ouais. Mais c'est ça, je me demandais, je me demandais justement parce que des fois, j'entends mes collègues de travail au doctorat parler de tous les stresseurs qu'on a dans une journée, puis des fois, on n'a pas le temps de prendre 20 minutes dans notre horaire, puis je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, comment dans ces situations-là, on peut prendre ce step back sans avoir un 30 minutes pour faire comme la respiration, des trucs comme ça. Puis je me dis, il y a plein de journées là, que je peux réfléchir que j'aurais pas eu le temps de faire ça, puis que l'anxiété fait juste... ça fait juste monter ou... Ben, c'est sûr que par pas le temps, si t'es en train d'enseigner un cours, mettons, ben là, c'est difficile de dire à tes étudiants, comme, excusez, je vais aller respirer. Oui, mais encore là, je veux dire...
moi, il y a eu des moments où, dans ma vie, j'enseignais, où je donnais des conférences ou des affaires de même, puis j'attendais des nouvelles difficiles, tu sais, par exemple, dans ma famille ou des affaires de même. Ça m'est arrivé de faire comme, hey, aujourd'hui, on fait 2 pauses. Tu sais, puis on va se prendre, on se fait 10 minutes à la place d'un 20 minutes, puis je réponds pas à vos questions pour l'instant, je vais revenir après, puis d'aller dans la salle de bain, tu sais, comme juste m'asseoir, faire comme, OK, tu sais, je veux dire, je pense que le temps, à un certain point, faut le prendre, faut le faire, tu sais, ces petites pauses-là, puis c'est tellement plus payant à la longue, à long terme. Puis, tu sais, là, je donne un exemple de prendre une pause de 10 minutes juste pour respirer, mais tu sais, parfois, c'est aussi de se dire, hey, j'ai plein de deadlines, faudrait que je travaille 16 heures par jour, tu sais, pour y arriver, mais je décide qu'il y a quelque chose qui va sauter. Je décide qu'il y a un engagement que je veux pas prendre en ce moment. Je décide que, écoute, tu sais, telle conférence, finalement, j'irai pas. Je voulais vraiment y aller, mais je peux pas. Il faut que je me respecte émotionnellement. Fait que je pense qu'il faut qu'on apprenne à mettre nos limites. Puis là, je suis pas en train de dire que jamais il faut ressentir du stress exacerbé, puis jamais il faut se sentir débordé. Tu sais, je pense qu'on a tous des niveaux de tolérance différents, puis que ça varie au cours d'une vie, mais que si on continue comme ça, à fonctionner dans la planche puis sans jamais prendre de pause, ben c'est le meilleur prédicteur d'un épuisement professionnel qui peut arriver à l'école aussi. Là. Ça arrive quand t'es au bac, ça arrive quand t'es au doc, ça arrive quand t'es au secondaire. Fait que, bref, je pense qu'il faut s'écouter puis il faut se respecter là-dedans. Puis mettons, en tant que réalisateur professionnel, je vais te checker là-dessus. Je vais mettre ça dans ma bio. Moi, je mets officiellement le titre professionnel. Mais enfin, j'entends ce moment. J'ai gradué! Je suis peut-être pas la source pour ça, mais c'est correct. Comment, dans le fond, est-ce que toi, dans ton quotidien hyper actif aussi, j'imagine, est-ce que ça t'arrive d'avoir des triggers comme ça? Comment est-ce que tu gères ça? Ou peut-être même des gens avec qui tu travailles qui doivent venir te voir et qui sont comme « Hey, je t'aboute, je sais plus quoi faire, puis je suis super anxieux. » là. Ben oui, le monde du cinéma, des médias en général est assez intense. Les gens qui composent ce monde-là sont très intenses individuellement, mais ce que je dis, c'est quand tu trouves quelqu'un, un collaborateur avec qui tu es capable d'être très fatigué ensemble sur un tournage et que ça se passe bien, tu gardes cette personne-là et vous faites à vie des projets ensemble. Wow, c'est tellement un beau conseil. C'est vraiment le conseil numéro 1 ouais, j'aime ça. J'aime bien, que je donne. C'est vrai qu'être bien entouré, c'est gros. Ouais. C'est vraiment gros. Extrêmement important. Les gens autour de toi. Là, tu vois, dans 2-3 semaines, je prends 2 semaines et demie de vacances. Là. Bravo! Ce qui fait, ça va faire du bien. Ça fait, tu sais, il faut parfois quand tu es travailleur autonome, entre guillemets, ou quoi, c'est toi qui dois te pacer. C'est toi qui dois te rythmer. Puis dire, là, on va prendre une petite pause. Là, 2 semaines, 3 semaines. Je pense que tu reviens avec plus d'énergie, plus d'ambition, plus d'idées. Donc, c'est de se comprendre un peu, mais en fait, c'est très inégal comme mode de vie. Tu as des mois où c'est extrêmement intense. C'est quand tu es en tournage intense pendant 3 semaines, tu dors pas beaucoup, c'est avec beaucoup de gens, mais l'énergie du groupe fait que c'est possible. Mais bref, c'est très demandant pendant un mois, puis après, c'est beaucoup plus calme pendant un mois, donc on s'ajuste comme ça. Mais moi, c'est une vie que j'adore parce que j'aime l'adrénaline des tournages, puis ça. Je suis en tournage aujourd'hui, ça continue cette semaine, j'adore ça. Donc, c'est ça. Si on aime ça, c'est quelque chose qui revient aussi. Si t'aimes ça, c'est plus facile de remplir ton horaire, puis tu vas moins être épuisé rapidement si t'aimes vraiment, si c'est une passion. Puis mettons, en rétrospection, là, dans tes moments intenses de tournage, est-ce que tu dirais que tu reconnais un peu plus des tendances anxieuses ou est-ce que tu te... Ouais. Moi, c'est pas pendant les tournages. Moi, c'est plus... c'est justement pendant les périodes calmes. OK, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Non, ça a été les entre-deux, moi, souvent. Entre des gros projets, des transitions de vie, vraiment des transitions qui me créent beaucoup plus d'anxiété qu'au cœur de l'action puis au cœur d'un projet. Puis quand tout roule, là, moi, ça va beaucoup mieux. Quand tout roule, puis quand... C'est quand tu as des moments pour penser. C'est ça. Que ça va moins bien. C'est ça que j'allais dire. C'est ce qu'on disait tantôt. Là, on apprend des choses en direct.
ça retournait à ma Beaucoup question d'introspection en à plus. faire. Ça, j'allais dire, est-ce que tu es capable vraiment de déconnecter quand tu vas en voyage, justement, vu que c'est des moments où est-ce que tu dois te distancer de ce que tu aimes faire, justement, mais t'aimes Moi, sûrement je être en rêve de voyage, retourner mais... en voyage bientôt. Je suis Oui. allé en Gaspésie l'été dernier, une Ok. semaine, j'ai adoré. Et je veux repartir en voyage. J'adore Ok. les voyages. Ok, Est-ce que tu fait étais que trop ça- occupé à boire de la bière puis à découvrir, c'est ça? Oui, mais j'aimerais. La Gaspésie, ça a été extraordinaire. Ouais. Je tiens à dire, une semaine, les gens là-bas ont été extraordinaires. Et les voyages, c'est des rencontres aussi. C'est Bref, j'arrête de dire le mot. J'arrête pas de dire le mot extraordinaire. mais c'est voilà. extraordinaire. Voilà. Puis dans le fond, toi, de ton côté, parce que comme tu viens de mentionner, quand tu es aux études ici, ça peut être très, très intense, go, mais il faut être capable de mettre un stop aussi. Mais est-ce qu'il y a des moments systématiques que tu es capable d'identifier que là, ça vient de chercher un peu plus? Oui, je m'identifie un petit peu à ce que tu disais tantôt, Émile. Moi aussi, c'est les moments où il y a du silence, puis où j'ai pas des gros projets, où mon garçon est pas avec moi. Tu sais, j'ai un garçon de 3 ans et demi, veut pas, ça déplace de l'air. Tu sais, quand il est pas là, quand je suis en congé, l'anxiété prend un petit peu plus de place, puis il faut comme que je me fouette pour pas ouvrir mon ordinateur, puis, tu sais, finir un petit papier ou finir une demande de financement, ou, tu sais, puis que j'apprenne à tolérer un peu plus, je pense, tu sais, les émotions négatives. Puis je pense que j'avais plus de tendance à l'anxiété de performance avant d'avoir mon garçon. OK. Puis quand j'ai eu mon garçon, tu sais, c'était juste avant la pandémie. Il y a eu 1 an en confinement, là, tu sais, pour vous donner une petite idée. Puis j'ai trouvé ça vraiment difficile, le postpartum. Tu sais, mais j'avais les humeurs vraiment, vraiment vacillantes. Puis, tu sais, je me demande peut-être que j'ai fait une dépression postpartum non diagnostiquée. J'en ai aucune idée, mais ça allait vraiment pas bien. Puis on dirait qu'à partir du moment où j'ai repris un petit peu du poil de la bête, je me suis dit, hey, plus jamais je me laisse, tu sais, pas filer de même sans rien faire. Puis Fait qu'aujourd'hui, je suis un petit peu plus à l'écoute de comment je me sens. Puis, tu sais, moi aussi, la pandémie, j'ai trouvé ça plus difficile, mais je me suis dit comme, hey, genre, on est confinés, j'ai mon bébé à la maison avec moi, je vais être moins performante, là. Tu sais, c'est comme, je me mettrai pas les mêmes standards de publication, puis de conférences, puis de podcasts, puis de ci, puis de ça, en termes d'enregistrement. Fait que, ouais, on dirait que ça m'a pris comme un événement plus critique pour apprendre à me pacer, mais maintenant, je pense que je me gère bien. Ouais, ça va quand même bien. Puis pour retourner peut-être une Est-ce qu'on peut vous retourner la question à vous Ah. ou pas? Oui, ben... Bon point. Ils ont voulu esquiver, là. c'est ça. Oupala! Je pense que puis c'est un peu là que ma question s'en allait. Fait que, petite side note pour pas que j'oublie, là, je pense qu'il y a aussi une culture de performance, que ce soit au 21e siècle ou que ce soit dans le milieu académique. Vraiment. Parce que je oui. pense qu'on se ressemble un peu toutes, ou est-ce que, en fait, c'est do or die de mon côté, là. C'est soit je procrastine, puis je suis patate, puis je suis pas capable de rien faire, ou comme je suis hyper productive, j'ai pas le temps de penser à rien, mais ça roule mes affaires, puis je suis satisfaite, puis je suis contente, puis ça va bien. Mais le milieu, ouf, est-ce que je l'ai pas? Ouais. Ah non, ça Ouais, c'est marche pas. extrême. L'équilibre. Ouais, mais vraiment pas là. Puis tu sais, le perfectionnisme, l'anxiété de performance, le besoin de produire. Est-ce que c'est une question... Il y a une culture, 21e siècle, c'est ça, tout ça. Et on est quand même renforcé aussi. Plus je mets d'heures à écrire des papiers, à publier des articles, à présenter, plus je suis renforcée par mes directeurs, par mon université, plus j'ai des prix. Fait que tu sais, on dirait que ça finit plus. Puis tu te dis, OK, si je suis pas cette personne-là, OK... ça me dérange pas de pas avoir tel ou tel prix, mais je me dis, au baccalauréat, j'aurais pas pu me dire ça parce que pour rentrer au doctorat en psycho, du moins, là, c'est super compétitif. Fait que on dirait que c'était plus difficile de me dire, OK, ben aujourd'hui, je vais rien faire, puis je vais prendre ça pour moi, parce que je me disais, oh mon Dieu, il y a quelqu'un d'autre qu'aujourd'hui, lui, il continue à travailler puis à pousser. Fait qu'on dirait que ça m'a mis dans, tu sais, ça m'a déclenché, là, cette performance-là, que j'ai quand même de la difficulté en ce moment, que là, j'ai pas de prochaines étapes, fait que j'aurais le droit de prendre mon temps, mais on dirait que je suis pas capable. Je suis comme encore en train de... Ouais, je suis encore dans la course, mais tu sais, la ligne d'arrivée était derrière moi. Là, je peux ralentir puis finir le marathon plus calmement, mais on dirait que je suis incapable, un peu comme Marjo, je suis dans les extrêmes. Fait que c'est soit je cours, ou je suis couchée dans mon lit à rien faire pendant comme 24 heures, puis il n'y a rien que je peux faire. C'est comme il n'y a pas de milieu. C'est très maladif. Je comprends. On dirait que j'étais un peu... En fait, j'étais carrément comme ça
avant d'avoir un enfant. OK. Puis là, on dirait qu'avec un enfant, plus je m'en vais vraiment pas vous sortir quelque chose de philosophique, de comme il est devenu plus important que... Ben, il y a de ça, mais c'est même pas tant ça que... On dirait que ça drive tellement un horaire que t'as pas le choix de travailler comme du monde dans les moments qui te sont alloués. Parce qu'après ça, t'as pas... Fait que tu peux plus être comme patate une fois de temps en temps, chose que je faisais énormément. Je procrastinais beaucoup pour finalement avoir des périodes où, tu sais, je travaillais constamment. Exact. Puis là, ben, je peux plus. Fait qu'on dirait que ça a plus régulé mon horaire. Truc et astuce, avoir des enfants. Ben, C'est ça que je prenais en note. Là. Je suis en train de me dire, est-ce que je peux le mois prochain ou dans 2 ans? Ouais. Fait que ça revient, j'imagine, dans le fond, ça revient à l'idée de structure, de routine, que comme on se fait dire ça 40 fois par jour, c'est important d'avoir une routine, c'est important de stick to it, puis tu vas voir, ça va aider. Vraiment. Puis on est comme, éviter le multitasking. Parce que c'est tellement épuisant pour le cerveau. De passer d'une tâche à l'autre, ça nécessite tellement d'énergie, puis 2, les renforcements viennent de façon tellement plus espacée quand tu fais plein de choses en même temps que le cerveau finit par se dire « Hey, je fais tout ça, je suis 100% épuisée, mais j'ai même pas le nanane qui vient avec. Fait que ça amène un effet de versus faire une chose à la fois, là, mettre des blocs dans son horaire de comme, OK, ben lundi matin, j'écris telle section. Mardi après-midi, je vais répondre à mes courriels. Versus de se dire, aujourd'hui, j'écris un scénario. C'est pas réaliste, ça se fait pas. C'est comme... En tout cas, bref, fait que oui, compartimenter. Entendre des conseils directs. Prendre des notes aussi. Fais-tu des fois dire j'écris un scénario? Parce que mes journées sont extrêmement éclatées. Puis des fois, c'est 14 projets, mais des petits projets, mais comme tout en même temps. Et on est sûrement tous comme ça. Mais des fois, j'aimerais tellement me dire, aujourd'hui, c'est un seul projet, c'est une tâche, mais la vie fait rendre ça difficile. La réalité des milieux. C'est ça, on le sait, on dirait. Oui. Moi, je le sais qu'il faut que je mette mes limites, il faut que j'éteigne mon ordi à 8 heures. Mais là, tu sais, t'as le courriel qui dit « Ah, ton article, il manque telle correction. » Fait que là, t'es comme « Ah, je vais aller lire c'est quoi les corrections que je dois faire. » Ou tu reçois une note d'examen, puis là, t'es comme « OK, il faut que je calcule combien il faut que j'ai pour finir le cours avec A. » Ou, tu sais, il y a tellement de trucs qui arrivent que c'est tellement difficile après de fermer l'ordi parce que tu te dis « OK, c'est juste un petit 5 minutes qui devient 1 heure, 2 heures après. » Puis ça devient 1 heure. Finalement, ton 5 minutes devient 1 heure devant l'ordi. Non seulement ça, mais après, ton cerveau le respine pendant combien de temps? Oui, c'est ça. C'est comme prendre ses courriels en vacances. Tu peux te dire comme, ben là, je sauve un petit peu de temps à mon retour, mais dans les faits, juste le fait de regarder tes courriels, ça te réamène dans cet environnement-là qui est le travail. Ça ramène certaines émotions négatives ou positives, peu importe, mais reste que par la suite, ça continue de spinner, tu sais, dans un moment qui devrait être alloué à autre chose, tu sais, que ce soit au repos, à la famille, à ton temps avec ton chum, ta blonde, tes amis, peu importe. Bref, c'est ça. Je suis d'accord. Mais l'anxiété de performance, ça revient presque systématiquement chez tous les gens à qui j'ai parlé pour ce projet-là documentaire, c'est toujours l'anxiété de performance. C'est toujours je fais de l'anxiété XX et oui, c'est vrai, pendant mon éducation, je faisais de l'anxiété de performance. Aujourd'hui, dans mon travail, il y a de l'anxiété de performance. C'est extrêmement répandu aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi on est incapable de ralentir? C'est des analyses, c'est la culture, c'est complexe, mais c'est... Pour moi, c'est un gros constat. Là. C'est un gros constat. C'est là que tu as tes subventions. C'est là, tu sais, il faut que tu aies un gros CV pour avoir telle ou telle gratification après. Fait qu'on dirait que c'est ça qui est renforcé. C'est pas la personne qui a pris du temps pour elle-même, même si ça devrait être ça là, qui est à la limite, renforcé. C'est même devenu valorisé que de dire « je suis anxieux ». Parce qu'en effet, on l'a tellement associé à la performance. Puis, tu sais, je connais très peu de traits de personnalité prédicteurs de troubles de santé mentale et ou de pathologies en santé mentale qui sont glorifiées. Tu sais, rares sont les gens qui vont s'exposer sur les médias sociaux. « Ah, tu sais, je suis déprimée puis ça me rend tellement productif. » Tu sais, c'est pas valorisé versus l'anxiété, tu sais, que de dire comment moi je suis anxieux. Bref. On dirait que les gens sont comme ah, OK, parfait, lui, ça va. Oui, ça roule. Anxiété de performance, c'est là, c'est le meilleur. Quelque chose de cool un peu, d'accepter. C'est vrai, Mais tu sais, tu ris, mais juste nous, des fois, on s'écrit parce que, bon, quand dans un domaine comme ça, des
des mini, pas des mini burn-out, là, Down, mais Des épuisements. Ouais, tu t'en tapes, un par 2 semaines, là, où est-ce Ouais. que tu as besoin d'un good crying session, puis après tu repars. C'est comme à chaque 2 semaines, je pense on s'écrit, puis c'est comme « Ah C'est maintenant. je viens de breakdown. » C'est comme C'est comme le mime du chien, là, tu sais, qu'il y a le feu en Ouais, arrière. ouais, puis c'est ouais, comme, ouais. It's okay, it's fine. Tout va bien. I'm fine. Là, t'es comme 30 minutes, OK, fini, 30 minutes. next. Ouais. On passe à la prochaine tâche. C'est Ouais, ça. c'est ça. Wow. Je- Il y a un moment culturel. Oui. Tout le monde vit tellement ça. C'est ça. Puis pour retourner justement à ton film, justement, l'anxiété au 21e siècle, est-ce que c'est à cause de ça qui revenait constamment que tu l'as fait sur un contexte académique? Mais c'était pas juste académique, je pense. Quand tu dis contexte Ah, ouais. académique, bon, deux choses. La façon dont ça évolue, parce que c'est comme un docu-fiction où il y C'est a ça. beaucoup de recherches. Ça, c'est... J'ai toujours aimé faire des recherches pour des projets et plonger dans un sujet, puis pendant des mois, je lis, j'apprends, et ça donne un... Tu sais, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des projets, tu sais, même mon expérience immersive, vous parlez des congrès avec Oasis Immersion que j'ai réalisé pendant la pandémie. C'était aussi, il y avait beaucoup de recherches, il y avait Laurent Turcot, l'historien, qui parlait, il y avait la psychologue Roxane de la Sablonnière, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Tous les deux ont été extrêmement... m'ont beaucoup apporté. Bref, là, c'est une petite parenthèse, mais tout ça pour dire, j'aime beaucoup faire de la recherche. Donc, il y avait dans ce projet-là mon envie à moi, comme pour quasiment tous mes projets, de me plonger dans un sujet et d'apprendre. Mhm. Donc, c'est ça. Ensuite, on a eu, bien sûr, de l'aide et des organismes et du scientifique en chef du Québec et des fonds de recherche du Québec et de l'organisme Relief, le magazine Curium, qui ont été nos partenaires, puis et des psychologues aussi à qui j'ai parlé avant, pendant, après, pour s'assurer que tout ce qu'on dit est précis et positif et, bon, pas déformé. Et donc, c'est ça. Ça, c'était le côté, effectivement, dans la recherche plus éducative. Il y a aussi une scène vraiment précise où on est à l'école Ouais. avec un professeur. Là, c'était vraiment directement sur l'éducation et l'anxiété. Ouais. Voilà. C'était ça. OK. Point. Mais oui, la question était... tu répondu? Pas du tout? Oui, Bon. ben oui, parfait. Puis on profite de cette pause publicitaire pour remercier les fonds de recherche du Québec et Rémi Quirion pour financer l'anxiété, la recherche vers l'anxiété qui est Oui. causée par les études, donc qui est promue à travers tout ça. On les remercie. Tout ça. Mais Rémi Quirion, à qui j'ai discuté, il fait un travail remarquable. Mhm, Oui, oui. vraiment. Ça, Il est super impliqué auprès des étudiants, puis il pousse vraiment pour la vulgarisation scientifique aussi. Donc, ça, c'est super prometteur aussi. ça a été des belles expériences, surtout, en tout cas, on a jasé un peu de la pandémie. Il y a plein de choses qui ont un peu explosé à travers ça. Ils ont vraiment step up là-dessus. On était quand même assez contents. Mais je pense que ce serait bien de commencer. On a déjà commencé à parler des solutions, en fait. On a Mhm. parlé de structure, avoir des enfants. Je peux vous prêter, Noah. Si vous voulez. Période de test alpha, bêta. Ben oui, c'est bon. On a parlé aussi de prendre un petit step back, du recul, puis de prendre le temps qu'on avait besoin pour reprendre, pour avoir un peu de perspective. Est-ce que vous aviez d'autres trucs? Pour gérer votre anxiété. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on pourrait parler de 1000 affaires. Tu sais, je veux dire, il y a l'exercice physique aussi qui est super important. Puis, tu sais, je sais que tous les intervenants en santé physique, santé mentale sont comme faites du sport. Tu sais, c'est important. Mais pour le stress et l'anxiété aussi énormément. Puis, tu sais, c'est pas juste une histoire de comme vous allez être en meilleure santé, donc vous allez être moins anxieux. Tu sais, l'activité physique, d'un point de vue neurobiologique, vient diminuer l'activité d'une région cérébrale qu'on appelle l'amygdale, qui initie l'anxiété puis la réponse de stress. Fait que ça vient vraiment calmer la neurobiologie du stress et de l'anxiété quand on fait du sport sur une base plus régulière. Puis il y a plein de travaux qui sont faits dans ce milieu-là. Il semblerait que l'activité qui est la plus bénéfique au niveau de l'anxiété, c'est tout ce qui est cardiovasculaire. Fait que, tu sais, moins les poids, haltères, yoga, machin, plus... Ah ouais. Mhm. OK.
plus la course à pied, le vélo, le Zumba, peu Cardio. importe ce qui fait activer le cardio. Mais tu sais, si les gens qui nous écoutent sont comme moi, mais moi, ce que j'aime, c'est m'entraîner au gym avec des poids et haltères. Mais moi, je suis comme, mais continue. Je veux dire, je pense que c'est important de faire ce qu'on aime aussi. Puis tu sais, si on haït l'activité cardiovasculaire, on aura beau le mettre 6 fois semaine dans notre agenda, on ira pas même avec des beaux souliers. Là, fait que c'est comme, faut faire des activités qui nous plaisent, d'une part. Puis, je veux dire, il y a quand même beaucoup de psychothérapies qui ont été démontrées très efficaces pour diminuer l'anxiété. Celle qui a reçu le plus d'attention scientifique, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, où on vient vraiment restructurer les cognitions, les pensées automatiques. Puis je pense que c'est important aussi de dire, il n'y a pas de baguette magique pour éliminer l'anxiété. Tu sais, il n'y a pas... On ne va pas l'éliminer du jour au lendemain parce que, comme on le disait un petit peu plus tôt, elle est nécessaire à un certain degré. Fait que, tu sais, c'est comme si on disait « Ah, moi, respirer, je trouve ça super désagréable. On va t'enlever ça, cette belle respiration-là. » Tu sais, ça marcherait pas d'un point de vue évolutif. Tu sais, l'anxiété, on en a un peu besoin. Fait que le cerveau va jamais l'éradiquer à 100%. Mais on peut la rendre plus tolérable en thérapie, puis on peut la faire atteindre des seuils qui ne sont plus cliniques, tu sais, ou en tout cas qui ne le seront plus pendant un certain temps. Puis si jamais ça réémerge, bien, on peut retourner en thérapie. Puis j'ai vu, il y a une fille qui a un podcast, puis là, je me rappelle pas c'est quel podcast, mais bref, elle avait fait un meme que j'ai trouvé incroyable sur Instagram où elle décrivait la restructuration cognitive, puis elle schématisait c'était un buisson qui était bien fourni versus une petite pousse qui sort de la terre. Puis ton buisson bien fourni, c'est ta pensée automatique qui est anxiogène, puis qui grandit depuis qu'on est souvent bien petit, puis qui apparaît en premier. Puis c'est sûr qu'elle est bien enracinée, puis elle est présente. Puis ta petite pensée, ta petite pousse, mais c'est celle sur laquelle tu travailles toute ta vie pour essayer de te rassurer, puis que tu cultives en thérapie, puis tout ça. Puis le gros buisson, il va rester là. Ça se peut que ta pensée automatique, catastrophique ou elle revienne dans des situations négatives, mais l'objectif, c'est de continuer de nourrir la petite pousse à côté qui te dit « Mais non, t'es en sécurité, puis on va trouver telle ou telle solution, puis on peut faire un petit peu de réévaluation de la situation, puis essayer de rebondir sur cette situation-là. » Fait que je trouve que c'est une image très réaliste de ce que fait la thérapie quand on souffre d'anxiété. C'est pas une baguette magique qui fait en sorte qu'il n'y en a plus de buissons, là, mais on cultive autre chose à côté qui va finir par prendre plus de place finalement dans notre quotidien. Fait que je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter quand ça va moins bien. Puis je sais qu'en ce moment, il y a des listes d'attente épouvantables. C'est ça, j'allais dire, oui. Donc, on se met sur les listes d'attente. Tu sais, c'est comme... Oui, on va peut-être avoir une place dans 1 an, dans 18 mois, dans 2 ans, mais au moins, on va l'avoir, versus ne pas se mettre sur la liste puis finalement jamais avoir accès à un professionnel de la santé. Puis il n'y a pas que les psychologues qui peuvent assister non plus dans le traitement. Il y a les psychoéducateurs, travailleurs sociaux, il y a des infirmières au CLSC qui ont reçu des formations pour ça. Fait que je pense que c'est de tendre la main finalement, là, d'essayer de rejoindre un professionnel de la santé à cet égard-là, puis de s'informer surtout. Parce que la psychoéducation, ça a été démontré super efficace. Fait que écoutez le docu-fiction d'Émile. Oui. Écoutez des séries qui expliquent ce que c'est, des podcasts qui expliquent ce que c'est. Lire sur le phénomène, ça a été démontré que ça aide à réduire l'ampleur des symptômes. Écoutez selon une étude. Écoutez c'est selon ça. une étude. Qui est ton podcast. Oui, c'est ça. Oui. On va aller l'écouter. Oui. Podcast que je co-anime avec l'humoriste Pierre-Bruno Rivard. Puis ça se veut ludique. Puis bref. Informatif à la fois. Si je peux me permettre sur moi, ce qui revient beaucoup dans nos recherches, puis c'est à la fin du film aussi, on insiste beaucoup là-dessus. Moi, la création, le fait de s'exprimer, l'art en général, il y a un livre que je recommande qui s'appelle Éloge de la fuite de Henri Laborie, qui est l'éloge de la fuite vers l'imaginaire. Tu sais, l'imaginaire, la création, ça permet, il y a l'art-thérapie que vous connaissez. L'art-thérapie, le fait de mettre sur papier ou dans la musique ou dans le théâtre ou tu sais, moi, faire des films, ça permet souvent d'extérioriser des choses qu'on n'est pas capable d'extérioriser d'une autre manière. Puis pour les gens anxieux, de près ou de loin, l'art ou le mouvement, la danse aussi, ça permet de faire sortir puis d'exprimer peut-être des choses. Et moi, je l'ai constaté, puis c'est le message à la fin du film. Elle se met à danser, Léonie. L'art peut vraiment... exutoire. Ça peut être un exutoire extraordinaire.
Dans le fond, est-ce que toi, t'engages... Vas-y. Est-ce que t'engages dans d'autres activités de création à l'extérieur de la réalisation? Je fais de la musique. Moi, j'aime beaucoup la musique. Au secondaire, j'étais beaucoup en percussion. Je faisais énormément de percussion au secondaire, des compétitions dans le Québec, des quatuors de percussion, marimba, etc. Wow! Et de batterie, tout ça. Et après ça, et aussi, en même temps, je faisais beaucoup de guitare. Là, je fais beaucoup de guitare aussi, mais pour le plaisir. Mais c'est le fun d'avoir des... Effectivement, c'est un autre exutoire, mais plus pour le plaisir, où ma sœur chante, j'ai une sœur jumelle, moi je fais de la guitare, on fait des covers, puis, ou des amis qui ont des groupes avec qui on jam. C'est bien aussi d'avoir... là, il y a beaucoup moins de... En fait, il n'y a aucune pression parce qu'il n'y a pas des gens qui m'attendent de ce côté-là, donc c'est bien aussi d'avoir ça. Très cool. Oui, puis c'est ça qu'on allait dire aussi par rapport à la recherche. On amène toujours des petits faits de la recherche dans les solutions, puis c'était exactement ça, l'art. Oui. Donc, tu nous as devancé. Mais j'aurais ajouté aussi le fait que si vous n'êtes pas créatif ou que vous vous définissez pas comme quelqu'un de créatif, juste aller assister à de l'art, donc aller au cinéma, aller lire un livre, même si c'est pas vous qui l'écrivez, ça peut aussi aider là, au niveau de la santé mentale également, puis réduire l'anxiété également. Parce qu'on peut ajouter un peu, hein? Je lis ici, là, il y a le pourquoi la création puis l'art peut aider. Incroyable. Selon une étude ou une revue de la littérature, Revue de la littérature. de Van Lith en 2016, c'est que l'art puis l'art-thérapie peut permettre de développer et d'affiner notre connaissance de soi, faciliter l'acceptation de notre état psychologique et de mieux connecter avec nos émotions. Puis, dans le fond, c'est ça. Il n'y a pas encore énormément d'études qui regardent l'efficacité de l'art-thérapie, malheureusement. Mais dans ce qu'on voit en ce moment, il y a une tendance qui indique que l'art-thérapie peut permettre de diminuer les symptômes à travers la régularisation des émotions, du stress, des cognitions et des pensées. Et ça, c'est selon Abing et collègues en 2018. Donc, on commence, oui, on le ressent, on le voit, on l'observe, mais ça commence aussi à être backé par la littérature. Donc, ça fait vraiment quelque chose d'intéressant. D'accord. Donc, oui, c'est ça. Je pense qu'on va clore notre belle discussion que j'aurais pu continuer assez longtemps aussi. Puis, dans le fond, on veut vous remercier là, d'avoir pris part à la discussion. Puis, si vous voulez plugger vos trucs, là, si on veut continuer à vous suivre, là, c'est sûr qu'on a parlé de selon une étude, mais où est-ce qu'on peut le trouver, ton podcast, puis aussi ton docu-film, si jamais vous voulez, pluguez-vous. Oui, ben, on a une page Instagram, PB et moi, selon.une.étude où on met des extraits de notre podcast qui se retrouve, lui, sur YouTube puis sur la plupart des plateformes audio, là, fait que Spotify, Google Play, Apple Music et compagnie. Fait que la page Instagram, c'est une bonne solution pour voir des petits extraits puis des quotes de notre podcast. Sinon, ben, j'ai une page Instagram, mais vraiment, c'est des photos de mon enfant. Mais vous pouvez, à défaut de ne pas en avoir un vous-même, allez voir Noah. Je montre mes chats. Ah, ça aussi, zoothérapie. Mais ça aussi, ça revient, les chats, les animaux. Les chats, oui. ouais, vraiment. Ouais. Ouais, vraiment. Puis ben, c'est pas mal ça. Ben, me suivre sur les réseaux pour mes projets les plus actuels. Émile Roy sur tous les réseaux et l'anxiété au 21e siècle. C'est sur YouTube gratuitement. Voilà. Émile Roy aussi, tout simplement. C'est ça, on va mettre vos informations aussi dans la barre d'infos pour ceux qui l'écoutent sur YouTube. Là, donc, vous allez pouvoir aller rejoindre vos plateformes, dans le fond. Mais merci beaucoup pour l'invitation. C'était très cool comme discussion. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait ça avec nous. Donc, notre Yeah! premier tournage depuis notre retour post-COVID. Donc, super contente d'avoir fait ça avec Excellent tournage, excellent podcast. vous. Merci. Merci beaucoup.